Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent mes travaux sur, pour commodité d'expression, appelons ça la ville de surface, et notamment les développements urbains liés à l'automobile, liés à l'urbanisme commercial et liés à l'étalement urbain, notamment à travers le livre La ville franchisée. Alors pourquoi nous nous sommes retrouvés? Donc l'exposé, je le fais avec Marion Giraudot, qui travaille avec moi sur le sujet. Et pourquoi nous nous sommes trouvés à nous intéresser à, alors là aussi pour ne pas avoir de cas de terminologie, mais enfin au sous-sol, on verra quand même que les termes ont de l'importance. Eh bien, parce que il s'est trouvé que à la fois je co-dirige une agence d'une trentaine de personnes qui a gagné le concours des Halles en 2004 et qui s'est donc trouvé confronté à la transformation du grand exemple d'urbanisme souterrain réellement effectué en France, qui posait un certain nombre de problèmes sur lequel tout le monde était un peu désarmé, parce que c'est un projet d'une très grande complicité, c'est même une réalisation d'une très grande complexité, puisque, comme je le montrais tout à l'heure, s'enchevêtre, ce n'est pas le monde pur de l'urbanisme souterrain, s'enchevêtre des systèmes de réseau, une autoroute, un échangeur d'autoroutes, par exemple, urbaine, qui se mêle à des métros, des gares de RER et des tas d'équipements et de services. Et donc, il a fallu comprendre cette affaire-là. Donc, on s'est mis au travail. Dès 2004, on a fait des propositions pour essayer de réparer la machine. Et on a, petit à petit, on s'est pris au jeu, même si c'était un jeu assez complexe et assez violent, même parfois. Donc, on a commencé à s'intéresser à ce type d'espace. Parallèlement, je suis prof à l'école d'architecture de la Vallée et au Ponts-et-Chaussées, et j'anime un master, qui s'appelle le Master Métropole, qui a donné lieu à un bouquin qui s'appelle Paris-Babel, une mégapole européenne, dans lequel je me suis dit, mais ces grosses machines-là de la mégapole parisienne, j'emploie exprès le mot mégapole, 12 millions d'habitants, ça ne fonctionne pas comme une métropole de 1 à 2 millions d'habitants. Il y a des grands complexes comme ça, que sont les gares, que sont les parcs d'expo, que sont, je ne vais pas faire la liste là, et qui nous a amené à nouveau à nous intéresser à d'autres exemples de systèmes qui étaient pour partie souterrains et surtout beaucoup liés à la question du transport. Quelle est la première fonction de l'espace souterrain réel? C'est les premiers utilisateurs de l'espace souterrain réel, c'est les usagers du transport, du métro, du RER pour partie, puisqu'il est aérien pour une part, mais c'est bien cela, c'est bien ces millions de personnes qui tous les jours sont dans les sous-sols, pratiquent des correspondances, émergent de façon plus ou moins confortable dans la ville, qui sont l'urbanisme souterrain de fait. Et moi, j'aime bien comprendre les choses telles qu'elles sont pour pouvoir essayer d'agir pour les transformer. C'est ce que j'ai fait avec la ville franchisée. Je me suis attaqué à j'ai essayé de comprendre comment les raisonnements internes de la grande distribution, parce que si vous voulez, je ne fais pas la recherche pour le déconnecter d'une idée de pratique, puisque j'essaye après de répondre à des concours ou de faire des propositions pour résoudre un certain nombre de questions. Donc, des Halles, nous sommes passés à un travail avec plusieurs mémoires, dont un de Marion, qui nous ont amenés à nous intéresser non seulement au fonctionnement de ces systèmes de gare et ces systèmes de correspondance, mais aussi à la façon dont tout ça émergeait dans la ville. Et un grand aspect de ce travail a été commencer à réfléchir à comment représenter ça. Parce que souvent a été évoqué l'exemple de Montréal, par exemple. Montréal, nous avons beaucoup circulé là-bas, nous avons parlé avec Michel Boisvert, qui est un grand connaisseur, mais il y en a d'autres. C'est un économiste, il n'a pas travaillé avec des écoles d'architecture proprement dites, et il a toujours une frustration que ce ne soit pas représenté dans les trois dimensions. Donc on a essayé de s'atteler à ça. Passant à ça, on est arrivé à une troisième étape, au tableau, et on a fait un travail beaucoup plus ambitieux, qui est
c'est ce bouquin jaune qui vient de sortir, enfin, il va sortir au début décembre, dont le titre est celui-là, où on a essayé, dans un travail extrêmement patient, de redessiner toute une série de choses qui avaient été étudiées en mémoire, puis d'autres choses comme qu'on a eu l'occasion de connaître, comme Singapour pour des raisons professionnelles, et Montréal, évidemment, c'était un peu un incontournable. Enfin, quatrième épisode, il se trouve que tous ces travaux sont tombés au moment des discussions sur le Grand Paris Express, ses stations et sa conception même de ces stations. Et menant une équipe à l'atelier du Grand Paris, et comme il y avait des commandes thématiques, j'ai pris comme commande thématique d'essayer d'avoir une doctrine sur les stations du Grand Paris Express, dans un peu toutes leurs dimensions. Doctrine que je vais expliquer rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous l'aurez dans le bouquin si ça vous intéresse, mais doctrine qui est un peu à contre-rebours de la conception actuelle des combien de stations, des 72 stations telles qu'elles sont pensées aujourd'hui, c'est-à-dire pensées principalement avec un quai, un silo pour sortir, dans une gare et point barre, sachant que le mot couloir étant banni, et sachant que pourtant tout le monde sait qu'il y aura des correspondances avec le RER, avec le métro, et voire même avec un certain nombre de bâtiments. Donc j'ai travaillé à nouveau avec des étudiants de diplôme là-dessus, et à la fois avec la IGP pour essayer de rassembler un certain nombre d'idées. Donc vous voyez, c'est un peu un personnage un peu hybride qui vous parle, donc je passe des études à des projets, à des pratiques professionnelles, et l'un nourrit, et l'un essaye de nourrir l'un avec l'autre. Donc le premier, on va vous en parler successivement, et Marion va parler plus particulièrement du bouquin. Donc le premier, c'est les Halles. Je fais court sur les Halles, parce que bon, vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire, mais enfin les Halles, les pavillons de Baltard, la destruction, et donc un projet que personne n'a compris à l'époque, qui était en fait, puisqu'il y avait des palissades, on n'expliquait pas du tout le projet réel, qui était de faire une gare souterraine de RER et de faire la grande croisée des RER de la mégapole parisienne. Ce qui fait que, bon, c'est un choix qui avait tout son intérêt à l'époque et qui maintenant il faut compléter, notamment avec cette question de la rocade du Grand Paris Express qui arrive. Donc cet urbanisme souterrain, il a commencé à se fabriquer de façon assez... personne n'avait compris que la masse de gens, comment ça allait transformer l'ensemble de la région parisienne et l'ensemble du centre de Paris et de sa relation avec la région parisienne, avec ce passage quasi obligé de la gare de Rivoli-Châtelet-Les-Halles pour, si vous travaillez dans une cité de la région Nord et que vous devez aller travailler sur les plateformes de Roissy, vous êtes obligé de repasser soit par la gare du Nord, soit par les Halles, donc c'est devenu une espèce de passage obligé. Donc, à nouveau, je ne vais pas vous faire tout le topo, il y a un bouquin aussi qu'on a fait sur les Halles qui explique un peu tout ça, mais ça c'est les maquettes qui sont dans les greniers de la ville de Paris, qui expliquent. Si vous le commencez, il faut le lire un peu comme un manga, hein, de droite à gauche et en bas. Donc vous avez la salle d'échange du RER qui est au niveau -4, les quais qui sont au niveau -5. Vous avez le niveau -3 qui est le niveau de référence et qui est à -15 mètres. C'est une chose importante parce que dans vos débats, on sait que maintenant, depuis les réglementations Mont-Blanc, on ne peut plus faire des ERP qui sortent à plus de -6 mètres. Donc les Halles sont une exception, une tolérance des pompiers d'avoir permis de faire sortir, grâce au patio qu'a fait Vasconi, que nous avons maintenant transformé, une sortie à -15 mètres et le niveau -3 et le grand niveau de référence. Donc comme souvent, enfin, dans les quelques exemples d'urbanisme souterrain qui ont été faits, il y a quand même toujours un niveau de référence et qui est souvent, évidemment, celui qui connecte avec le système de transport qui est la pompe à alimenter. Tout le système marche par le RER. Les commerces ne peuvent marcher que par le RER. C'est absolument l'inverse de ce qui se passe en périphérie, où en périphérie, c'est no parking, no business. Ici, c'est no train, no business. Et on a pu le voir de façon très concrète quand il y a des grèves de train, par exemple, le chiffre d'affaires chute. Donc c'est à ce niveau -3 qui est absolument capital, qui est toujours capital, qui permet de passer de l'ancien forum au nouveau forum. Et puis vous avez, ça marche la flèche, hein. Et puis vous avez tout autour l'idée
qu'on trouve aujourd'hui très farfelue, de compléter des systèmes de grandes pénétrantes d'autoroutes urbaines dans Paris et de les relier à un grand échangeur qui aurait été aux Halles. Et ça, on l'a fait. Donc vous avez une grande boucle et une voie de transit qui traverse, plus un déplacement de métro. Donc vous avez 3 RER, le déplacement de la ligne 4 et une autoroute urbaine qui traverse l'ensemble. Donc grosso modo, ça c'est une photo du chantier des années 70, où vous voyez la Bourse du Commerce, qui va maintenant être récupérée par la Fondation Pinault, Saint-Eustache, vous voyez encore les pavillons Villerval qui est là, et vous voyez que le grand bloc de béton que vous voyez là, c'est le métro, et puis vous avez les entrées et sorties de la voirie qui fait une grande boucle plus une traversée ici. Donc si vous voyez le système, donc cet urbanisme souterrain a ce site particulier, alors on peut en imaginer d'autres bien entendu, mais moi j'analyse ce que je vois. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous pour améliorer la machine? C'est inscrit dans le contexte de moins de voitures dans le centre de Paris, supprimer tout ce qui est transit. C'est-à-dire qu'on supprime cette bretelle d'entrée, cette bretelle de sortie, ce passage ici qui va être transformé en une surface utile. On diminue, on transforme les bretelles d'entrée et les bretelles, pas celle-ci, c'est trop compliqué, et celle-ci. Donc on a gardé dans l'urbanisme souterrain ce qui est très utile et qui est consubstantiel au système lui-même, c'est-à-dire d'avoir une boucle qui permet les livraisons, qui permet d'accéder au parking, qui permet aux pompiers et à la police d'accéder au niveau -3 rapidement, et qui permet de faire des travaux en faisant venir les matériaux dès le niveau -3. Voilà. Donc on a réduit le système à une boucle organique qui dessert les surfaces utiles à l'intérieur. Donc tout ça est en train de se faire, ce qui permet de tirer le jardin jusqu'à la rue du Louvre, c'est ce qu'on peut voir. Alors, toujours mon cas pratique, mais qui, je pense, peut éclairer, enfin j'espère, vos débats, parce que, quoi qu'on imagine, on va recroiser des problèmes de ce genre-là. Quand vous améliorez ça, vous avez une injonction paradoxale. D'un côté, vous avez les transporteurs qui veulent aller au plus vite possible sur les quais, et de l'autre côté, vous avez les commerciaux qui veulent aller le plus lentement possible dans le volume. C'est-à-dire, pour ceux qui ont, je pense que la plupart d'entre vous sont allés peut-être une fois au Halles, et ils ont vu le tube rue Lescaut, qui vous descendait, boum, direct au niveau -3. Ça a été transformé parce que l'ensemble du projet avait d'autres objectifs, notamment sur l'espace public. Mais après, la discussion, c'est est-ce qu'on fait 2 paliers, est-ce qu'on fait des paliers avec retour pour faire marcher le niveau -2 et le niveau -1 qui marchent mal, qui marchaient mal justement parce que le tube sortait directement. Donc là, vous vous trouvez dans des réunions de ce genre où chacun a des belles casquettes, et notamment des casquettes de transporteurs ou des casquettes d'Unibail représentant des commerçants, et la ville de Paris. Donc vous avez 3 acteurs qui sont là, et le STIF qui cofinance les travaux. Et donc tout le monde est avec son chronomètre en disant pour moi le transport ça va. Donc on trouve des compromis, on fait beaucoup de scénarios, et on trouve des compromis pour faire marcher les deux ensemble. Voilà, bon, ça c'est les images du projet général tel qu'on l'a rendu au concours, qui était de remettre cet urbanisme souterrain dans la trame générale des espaces publics parisiens. On pouvait faire autre chose, qui a été le débat avec Rem Koolhaas notamment, mais qui consiste effectivement à creuser la dalle, et là il y a un sujet tabou, que personne n'a évoqué, mais qui était en fait le vrai sujet des discussions des jurys, c'était le coût. C'est-à-dire que si vous tapez, il faut savoir que si vous faites de l'urbanisme souterrain et que vous avez des baux de commerce en bas, et que vous bouleversez ça, l'addition est absolument terrible. Et donc, on discutait en fait d'un projet d'1 milliard qui était le nôtre, à un projet de 10 milliards qui était le leur. Mais personne n'a mis ça sur la place publique. C'était plus amusant de discuter si les sucettes étaient plus jolies que les... Voilà, donc ça c'est les schémas. Voilà, ça avance. Hein. Alors, voilà, c'est... Les transformations. Donc, quelle est l'autre idée qui a présidé à ça, qui est le sujet qui nous a alimenté après sur l'affaire de ce qu'on va appeler les mangroves,
c'est comment les Halles, jusque-là, vous ne sortiez pas du côté jardin. Il y avait prévu au départ une petite sortie minable qui était devenue un coin à pisse et qui était fermée. Donc vous ne sortiez pas sur le jardin. Vous étiez dedans et vous deviez ressortir sur les rues. Donc tout le projet a été de dire, au niveau -3, il y a 800 000 personnes qui circulent en bas, il y a une partie qui reste au niveau -3, et une partie, et qui n'a pas envie de sortir, parce que rien n'est fait pour qu'elle sorte de façon sympathique, donc elle reste. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit un peu plus généreux du point de vue de la sortie, et notamment de la sortie sur les espaces publics? Donc, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, cette relation entre le niveau, là c'est le niveau -3, mais entre, disons, le niveau -1 si vous êtes à 6 mètres, ou le niveau -2 si vous êtes à 6 mètres avec 2 petits étages, et le niveau +1, +2, c'est la chose qui nous intéresse. Il y a plusieurs façons de s'intéresser à l'urbanisme souterrain, à la ville souterraine, on en parlera tout à l'heure, mais pour nous, c'est ça le sujet le plus intéressant, parce que c'est comme ça qu'on pourra mettre des choses sous terre, mais qu'elles soient vivables, gérables, et produire une relation entre l'un et l'autre. Voilà, donc pour ce premier point, donc on a fait un bouquin qui est franco-anglais, qui s'appelle Les Halles Ville intérieure, qui s'arrête au moment de la construction de la canopée, et qui raconte absolument toute la machinerie des Halles, toutes les contraintes, les problèmes pompiers, les problèmes, etc., tous les scénarios qu'on a imaginés. Donc c'est un grand album avec beaucoup d'informations pour ceux qui s'intéressent. Et alors on a un peu squatté le titre de Michel Boisvert en plaçant les Halles Ville intérieure. Voilà, et de là, alors, on a fait une préface avec Jean-Marc Fritz, qui est à l'agence, celui qui suit tout ça, et puis on a commencé à faire des dessins en comparant, il y avait une japonaise très brillante à l'école, en comparant Rockefeller, Center, Rivoli-Châtelet-Les Halles, Shinjuku et Montréal. Mais on est resté un peu frustré là-dessus. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à travailler à l'École de Marne, à essayer de faire des mémoires là-dessus, sur ce qu'on a appelé dans un premier temps les grandes machines. Les grandes machines, c'est donc, voilà, pas mieux, après on l'a appelé les mécanos, et après on les appelait les mangroves. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait toute une série de bâtiments qui s'étaient connectés progressivement au réseau de transport, ou on peut dire quelquefois dans l'autre sens. Vous connaissez sans doute, ou peut-être pas, l'exemple pour un Parisien, l'exemple le plus célèbre, c'est le rez-de-chaussée, le sous-sol du BHV, par exemple. C'est là où il y a l'outillage, tout d'un coup, le bricoleur affolé le dimanche matin, il lui manque une vis, il prend le métro, il ne sort pas du métro, il va directement au niveau -1, il prend sa vis, il repart, et il revient. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez au BHV, vous pouvez faire ça, pardon. Mais vous pouvez de là monter en haut, et il y a des trucs ludiques avec vue sur Paris au-dessus. Donc moi, c'est ça qui nous amuse. Mais ça nous amuse parce qu'on le voit et parce qu'on sait que c'est possible. Alors, ce système de mécanos qui commence par des branchements assez simples deviennent après plus compliqués quand le réseau du RER arrive et qu'il y a des branchements successifs, c'est-à-dire des plug systems. Et c'est ce qu'on peut voir avec l'ensemble Gare Saint-Lazare, Rivoli, etc. Rivoli, Aubert, Opéra, Aubert, Gare Saint-Lazare, où vous avez les grands magasins qui, pour certains, ont demandé à être accordés au réseau, et pour certains, on monte jusqu'au toit. Donc on s'est dit, là, il y a un truc intéressant, c'est ce système de connexion. Donc ça, c'est les premiers dessins qu'on a fait un peu au propre. Et ça, je crois que je vais vous laisser la parole. Donc ça c'est le mémoire sur lequel Marion a travaillé. À droite, c'est ses premiers dessins. Et après, alors juste, voilà, c'est les premiers dessins. Oui, je vais terminer jusqu'au... Et ça, c'est... Alors, parallèlement à ça, j'avais demandé aux étudiants de faire un historique du mécano. Pourquoi? Parce qu'on avait l'intuition que c'est toujours présenté comme des systèmes fermés, les systèmes de circulation, y compris une rocade, on pense qu'on va faire le tour. Mais non, une rocade, vous en faites un petit bout, et pour des raisons locales, ou pour des raisons internationales. Et c'est la même chose avec le transport en commun. Vous avez
un mécano, donc ça c'est l'aspect mécano, qui se branche. C'est des systèmes ouverts. Donc vous avez beau dire qu'aujourd'hui, votre système, il va être celui-là, et il ne bougera pas, sacré nom de Dieu. Dès que vous rentrez dans l'histoire d'une ligne et vous regardez une correspondance sur un certain nombre de sites où les flux marchent bien, hein, c'est la condition, vous vous apercevez que le système se développe et se raccorde progressivement. Et donc on a, et ça je pense que c'est vraiment une notion qu'il faut avoir en tête, c'est que ces systèmes-là sont des systèmes ouverts. Ça peut paraître une banalité de le dire, mais c'est encore mieux en le montrant. Alors, donc ça c'est l'exemple de Saint-Lazare et les grands magasins, on y reviendra, et est arrivée la première idée de, voilà, c'est un petit dessin que j'ai fait, qui est l'idée de mangrove. L'idée de mangrove, c'est ces arbres où les branches descendent jusqu'à l'eau, et puis elles s'appuient avec des racines. Elles ne se régénèrent pas vraiment, en fait, donc il y a un peu un abus de langage en utilisant le mot mangrove, mais enfin, ça marche. Enfin, on a lancé le terme il y a 1 ou 2 ans, ça parle aux gens, c'est-à-dire ça montre bien presque un système organique qui est bien l'idée de base qu'on veut développer. Voilà. Donc ces mangroves urbaines, vous m'entendez ? C'est un travail qu'on a mené pendant à peu près 2 ans. On a réfléchi assez longuement sur la façon dont on allait appeler donc, ces objets. Ces objets, en fait, ils sont constitués d'un réseau de transport en commun souterrain, avant tout, donc d'où notre intervention aujourd'hui sur la question du souterrain, et qui sont connectés via un certain nombre d'espaces de transition à d'autres lieux, qui sont des lieux de destination, qui sont des lieux qui peuvent être des hôtels, qui peuvent être des commerces, qui peuvent être des équipements, qui peuvent être tout un tas d'autres lieux, qui sont parfois souterrains, et en particulier c'est le cas à Montréal, et qui peuvent être aériens aussi, et qui permettent de sortir du système. Donc on a travaillé pendant à peu près 2 années sur ce livre-là, en se basant sur des travaux d'étudiants, David en a parlé, et puis en travaillant, en allant aussi à l'étranger, à Montréal et à Singapour. Donc cet ouvrage, dans un premier temps, on a défini ce qu'est cette mangrove urbaine, et je vais y revenir, et on a essayé de voir comment on pouvait positionner cet objet qu'on proposait dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, et par rapport à des questions d'urbanisme, notamment l'urbanisme souterrain, comment ces mangroves urbaines sont de l'urbanisme souterrain ou n'en sont pas, et quelles sont les différences. Ensuite, on a présenté un certain nombre d'exemples parisiens, puis montréalais, puis singapouriens. Je vais les présenter très rapidement et puis vous présenter la manière dont on les a illustrés. Ensuite, on a fait un petit travail qu'on a appelé la mécanique des mangroves urbaines. Donc ça, j'essaierai de m'appesantir un tout petit peu plus dessus, qui en fait, quelles sont les conclusions qu'on a pu tirer de l'analyse de ces objets. Et puis enfin, on a fait tout un travail plus prospectif autour des stations de Grand Paris Express et la manière dont, selon nous, elles pourraient être conçues de manière un petit peu différente pour des villes plus durables, pour aller vers une transition énergétique plus importante en lien avec ces stations-là. Et c'est David qui présentera cette partie-là. Donc ces mangroves urbaines, d'abord, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme ? Donc on a regardé un certain nombre d'objets architecturaux urbains qui existent ou qui sont des doctrines architecturales et urbaines qui ont été plus ou moins construites. Et on s'est dit comment nous, on se situe dans ce prolongement-là. Alors pour nous, les premiers, historiquement, c'est les passages parisiens du 19e siècle où déjà on est dans des systèmes où on va à court et à couvert. Parce que dans ces mangroves urbaines, avant tout, on est protégé, on est dans un système intérieur. On a essayé de regarder aussi comment on se positionnait par rapport à la question des réseaux souterrains. Donc je l'ai dit, nos mangroves urbaines, avant tout, elles sont greffées sur des réseaux de transport en commun souterrains. Donc on a essayé d'analyser un peu comment tout ça s'est construit, quelle est la relation entre notamment ces réseaux et le tissu urbain de surface. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la question de comment on s'installe sous l'espace public ou sous l'espace privé, par exemple, pour des questions de coûts, des questions législatives. On a regardé des auteurs comme Eugène Hénard, qui a fait des propositions au début du XXe siècle sur la rue à étages, qui a été un des précurseurs de l'urbanisme de dalle, parce qu'en fait, nos mangroves urbaines, un certain nombre, sont issus d'opérations d'urbanisme de dalle, parce qu'en fait, quand on est sous une dalle,
on peut être au niveau du terrain naturel, on peut être vraiment en souterrain, mais dans tous les cas, quand on est sous cette dalle-là, légalement, on se trouve dans un espace souterrain. On est soumis aux mêmes contraintes législatives que dans un espace souterrain. On a regardé bien sûr les opérations d'urbanisme souterrain, et notamment les halles. Et puis on a regardé aussi d'autres systèmes qui se trouvent là plutôt en Amérique du Nord, enfin des théories qui étaient la question de la ville sous un toit, donc, dont l'exemple le plus connu est le Rockefeller Center, qui avait été conçu par un architecte concepteur qui s'appelle Raymond Hood. Et en fait, nos mangroves urbaines, on est un peu dans ces systèmes-là. Son idée, c'était de dire on va se connecter via le souterrain au réseau de transport en commun, et puis on va faire une ville complexe, multifonctionnelle, dans un seul et même objet, constitué de plein de parties et sous-parties, mais à l'intérieur duquel on peut circuler de manière continue de l'un à l'autre sans avoir à passer par l'extérieur. Et puis on a regardé enfin la question de tout le mouvement mégastructurel des années 60 et 70, avec les différents courants, parties et sous-parties, qui sont restés souvent à l'état d'utopie urbaine, mais en fait nos mangroves urbaines, un certain nombre d'entre elles, finalement, ce sont des utopies mégastructurelles qui ont été réalisées, et notamment à Singapour. Alors pour l'ensemble de notre travail, on s'est basé sur 3 villes d'études. Donc on a Paris, avec des systèmes très différents, finalement assez petits, mais on a plein d'exemples de mangroves urbaines. Bien sûr Montréal, qui était évidemment un incontournable, et puis Singapour, qui est un exemple plus récent, qui date plutôt des années 90-2000 et qui continue à se déployer, avec des systèmes un peu différents, qui sont plutôt des systèmes de galeries. Alors à Paris, on a 2 systèmes. On a ceux qui se sont greffés le long de la ligne de métro 1. Alors surtout, on a des stations de métro qui sont greffées souvent à des grands équipements qui ont été construits dans les années soit 1970, avec les opérations d'urbanisme de dalle et urbanisme souterrain, dont les halles, soit dans les années 80, avec les grandes opérations d'équipement menées plutôt sous François Mitterrand, avec le Palais des Congrès, l'Opéra Bastille, etc. Donc on a le premier d'entre eux, c'est Nation. Alors Nation, malheureusement, là on est sur un système de mangrove urbaine un peu raté. On a un système souterrain qu'on voit ici. Ici, on est sur un système de transport très complexe, entièrement souterrain. Juste, je suis désolé. Oui. Combien de temps est encore prévu? Parce que comme on était sur un, je vais accélérer une demi-heure, pour avoir une idée pour la suite, quoi, parce que sinon je vais 10 minutes. 10 minutes 8 minutes? Oui, c'est bon. Ok, très super. Bien. Merci. Donc ici, une mangrove urbaine ratée parce qu'on n'est pas connecté, contrairement à ce qu'on appelle une mangrove urbaine, à d'autres programmations. À Bastille, où le réseau de transport est connecté à l'Opéra, à l'hôtel de ville, où la station qui relie les lignes 1 et 11 qui sont connectées au BHV, donc David en a parlé tout à l'heure, les halles, je ne vais pas le représenter. La station Palais Royal Musée du Louvre qui est connectée à l'ensemble du Grand Louvre, alors à la fois la partie muséale et puis la partie commerciale du carrousel du Louvre. Charles de Gaulle Étoile, où la Grande Arche est connectée presque directement au système de transport en commun souterrain. Alors il y a un tout petit passage au niveau aérien pour passer du système du réseau de transport en commun à l'intérieur, mais on est quand même sur un système de mangrove. Porte-Maillot avec avec le Palais des Congrès. Et puis enfin, sur le long de cette ligne 1, tout le système très complexe de la Défense Grande Arche, avec un certain nombre de bâtiments, avec des fonctions très différentes qui sont connectées au réseau de transport. On a également un certain nombre, l'ensemble des gares, enfin pas tout à fait toutes les gares, mais en tout cas Saint-Lazare, qui est connecté à un certain nombre d'autres programmes, dont les grands magasins, des galeries commerciales. Gare du Nord, La Chapelle, où on est sur un système également mangrovien, avec des choses souterraines, des choses aériennes, un programme très complexe. La gare Montparnasse, la gare de Lyon. Et puis enfin, Gallieni, alors Gallieni qui est une gare routière, mais on est également sur un système de mangrove urbaine connecté à un centre commercial, aux tours mercuriales, etc. Alors sur Montréal, on est sur un système différent, très étendu. Celles que je viens de vous montrer qui étaient à Paris, elles sont toutes séparées les unes des autres. À Montréal, on a un grand réseau principal central et 3 sous-réseaux, mais qui restent assez importants, avec un système qui s'est développé à partir des années 1960. On voit quelques images de la façon dont ça peut se passer. Là, on est en souterrain avec des programmes très, très variés. Donc là, auprès de la station Bonaventure, un extrait du réseau principal, quelques photographies. Ici, on se trouve à Atwater, où on a ici un grand centre commercial, ici un collège qui est connecté directement au réseau, ici une opération qui est de l'architecte Mies van der Rohe avec
des bureaux, d'un centre commercial, etc. Voilà ce à quoi ça ressemble. Et puis enfin, à Montréal, ici, on se trouve dans un système avec tout un réseau qui est connecté, qui connecte l'université au métro avec des couloirs qui sont souterrains à rien, différents niveaux. Et puis Singapour, on est sur un système encore un petit peu différent, avec des choses beaucoup plus étendues, beaucoup plus complexes, et avec la volonté de l'État de prolonger ce système-là. Et en particulier, il y a toute une législation dont la dernière date de mars 2016, donc c'est très récent, qui incite très largement le développement de couloirs souterrains pour connecter l'ensemble d'un certain nombre de programmes et de bâtiments via leur sous-sol les uns aux autres. Alors de cette étude, on a tiré quelques conclusions. La première, ce sont des systèmes évolutifs, donc David l'a largement présenté tout à l'heure. La seconde, c'est qu'on a du commerce dans ces espaces souterrains aériens, mais surtout, on n'a pas uniquement du commerce. C'est ce qu'on voit sur les images de gauche, en rouge, on voit tous les espaces commerciaux, et sur les images de droite, c'est tous les programmes qui ne sont pas commerciaux. Donc on va avoir des centres des congrès, de l'hôtellerie, des commerces. On a des choses très variées. Ces mangroves, elles sont, souvent on nous a dit, ces mangroves c'est super à Montréal parce qu'il fait très froid. Oui, c'est vrai, mais ce n'est là pas la seule raison. Elles servent aussi à clarifier les parcours. On peut aller directement du réseau de transport en commun à son lieu de travail, par exemple. Et puis elles permettent de faciliter les déplacements piétonniers. Elles permettent aussi de raccourcir, au moins psychologiquement, le temps de transport. Plutôt que d'aller de chez soi jusqu'au métro, du métro jusqu'à l'espace public, de l'espace public jusqu'à son lieu de travail et ainsi de suite, où on a une séquence très importante. Là, le fait de connecter directement le réseau de transport à d'autres lieux, psychologiquement, quand on arrive dans le métro, on est déjà quasiment dans son lieu de travail. Quand il fait froid, on n'a même pas besoin de prendre un manteau si on n'habite pas très loin de la station métro, par exemple. Ces mangroves, elles sont souvent composées de différents propriétaires immobiliers, ce qui pose un certain nombre de problèmes de gestion, etc. Et puis, elles ont des modèles de développement très différents, en lien en particulier avec la législation, la gestion du sous-sol dans ces trois villes. Je fais en 8 minutes. 1 minute. Ok, merci. Je pensais qu'il y avait une dernière... Je dois dire un mot sur le Grand Paris Express, une planche. D'accord, allons-y. Juste pour conclure. Voilà. De tout ce qu'on a vu là, très directement, on peut anticiper, il ne faut pas injurier l'avenir avec les systèmes de réseau de transport. Et c'est un marché énorme, parce que ça va se développer. Et il faut, donc toute notre contribution, c'est d'essayer de mieux comprendre comment ça va se passer. Mais pas à un moment T qui est le projet complet, etc. Mais comment, à la fois, il faut penser le projet complet avec l'idée que ça va bouger. Donc c'est ça, avec l'idée que la pratique, elle se fait de façon très diverse. On peut représenter ça par un grand 8 ou une grande boucle, mais ce n'est pas du tout la pratique des gens. Donc les correspondances deviennent... 80% des gens vont être en correspondance. Donc c'est là que se joue l'urbanisme souterrain, quoi qu'on l'appelle. Autre donnée, c'est plutôt que des sacs d'accessibilité assez abstraits, que sont souvent les schémas des transporteurs. Il faut regarder les itinéraires confortables et utiles, et à ce moment-là, vous allez avoir un déploiement bien plus grand et une attractivité bien plus grande pour aller à la gare. Quatrième chose, ne pas penser les gares tous sous un même toit, parce que c'est ça qui va permettre de recevoir les gens d'en bas et de faire la multimodalité la plus opératoire entre les vélos, les taxis, les bus, etc., qui est la grande difficulté en ce moment pour faire avancer le projet du Grand Paris Express. Et puis, la question des mangroves, c'est-à-dire peut-on envisager ou décrire un certain nombre de bâtiments qui permettraient de se brancher directement ou un peu plus tard sur des programmes. Et enfin, la question de l'architecture, faut-il avoir un réseau hétéroclite en architecture ou faut-il penser le truc avec une architecture de réseau économique et durable plutôt que de lancer des concours à chaque fois compliqués et qui ne vont pas donner forcément une grande lisibilité au réseau. Voilà, je m'arrête là, excusez-moi pour le dépassement, et je vous remercie de votre attention. Non, mais merci pour cette intervention à la fois très riche et qui en même temps montre différents endroits qui vont être ensuite abordés. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant.
On a un petit peu de retard, mais quand même, on ne va pas arrêter sans question. Ce serait un petit peu dommage, quoi, parce que je viens de réaliser, sur l'emploi du temps, il n'y avait pas de question de prévu. Et c'est dommage, parce qu'il y a une petite discussion. Donc, s'il y a des interventions, des questions sur ce... voilà. La parole circule, et je crois le micro aussi, sauf que je ne sais pas où est le micro. Ah, voilà, Yanis, ok. Il reste pétrifié devant... je ne sais pas. Ah, oui. J'ai une question qui rejoint les mangroves. Moi, ça me fait penser, et puis Marion parlait de la nouvelle législation de Singapour. Dans de plus en plus de villes, on commence à voir émerger une planification souterraine. C'est-à-dire que cette fois-ci, on sort du strict cadre de la desserte, mais on compose un réseau, bien évidemment souvent accroché au transport et au commerce, mais on compose un réseau qui va desservir des équipements d'une manière beaucoup plus large et qui va permettre aussi des usages privés de ces espaces-là. Donc est-ce que vous l'avez abordé ou est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées dans vos réflexions? Alors, c'est des choses qu'on n'a pas tellement abordées dans l'ouvrage parce qu'en fait on est resté sur des choses assez descriptives et historiques dans un premier temps, ce qui nous a déjà pris pas mal de temps à vrai dire. Après moi je réalise une thèse de doctorat en parallèle de mon activité professionnelle au sein de la SERA où justement je traite ces questions-là. Donc on ne les a pas pour l'instant présentées dans l'ouvrage, mais on a souhaité justement prolonger ce travail-là. David est un de mes directeurs de recherche. Justement parce qu'on avait cette frustration-là de ne pas aller au-delà du côté presque un peu grand public de l'ouvrage, de la représentation, qui était quand même un enjeu majeur au départ de notre recherche, mais d'aller vraiment sur le côté plus opérationnel et comment ça fonctionne et quels sont les enjeux au-delà de la question de la circulation et du flux entre les opérateurs, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on ne traite pas dans l'ouvrage, mais qu'on est en train de traiter, de réfléchir dans le contexte... Par exemple, oui. nous, on a pris Singapour. Certains pourront nous dire pourquoi vous n'avez pas pris le Japon, parce que le Japon, il y a des trucs extraordinaires, etc. Bon, on a pris Singapour, bon, d'abord, comme toujours, des choses comparatistes de temps en temps, parce qu'on avait l'accès assez facilement, mais aussi, surtout, parce que très vite, on observait qu'il y avait une vraie politique urbaine sur ces problèmes de galeries et de connexion, branchée sur le problème de l'air conditionné aussi, et du shopping, bien sûr, mais de loin, pas que ça. Et on est allé à un séminaire assez important qu'ils ont lancé une grande étude avec OVRE pour déboucher sur un plan guide pour toute l'île. Alors eux, leur stratégie, c'est de dire, ils ne sont pas du tout pour habiter en sous-sol, même de façon religieuse, je dirais, ils ont un léger blocage. Pour eux, le sous-sol, c'est les morts. Mais par contre, ils n'ont aucun... par contre, ils essayent de tester sur l'ensemble de l'île, parce qu'eux, ils ont réellement les problèmes d'espace, qui étaient évoqués tout à l'heure, puisqu'ils ont piqué sur la mer des Reclamation Land, et maintenant, ils ont une réserve au centre, et ils n'ont plus de place. Donc, la question du sous-sol les intéresse, et pour des raisons stratégiques, mettre des grandes cuves à pétrole à moins 100 mètres, et pour des raisons de faire des gares de logistique de l'aéroport à leur port, avec un système qui brancherait des usines et la logistique directement sur ce système-là. Donc, ils ont des projets potentiellement pharaoniques. Je ne sais pas s'ils vont aller, mais je me méfie toujours des Singapouriens, parce que quand ils disent, ils font. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Je crois que mais peut-être les gens de l'AFTES savent mieux que nous. Il y a en Finlande, je crois qu'il y avait un plan guide, il y a un certain nombre de pays qui essaient de faire ça. C'est assez compliqué, parce qu'il y a la propriété du sol, il y a faire le recollement des cartes, etc. Donc, voilà. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est aussi c'est les différents mécanismes publics-privés pour fabriquer des mangroves. C'est-à-dire passer sous la voie publique, pas passer sous la voie publique, qui va payer le raccordement pour aller jusqu'au couloir du métro, qui ne va pas payer, etc. Ça c'est les Asiatiques, ils sont prêts à tout faire. Ils ont les organisations politiques pour le faire et les capitaux pour le faire. Mais il faut trouver des carottes, il faut trouver des mesures incitatives qui fait qu'un type va être intéressé pour tirer et remonter et avoir une terrasse d'hôtel accessible depuis le métro, en passant même par le grand magasin d'avant.
Après, ce qu'on a pu voir aussi, c'est dans l'histoire du développement de ces mangroves urbaines, en tout cas les 3 qu'on a pu regarder, c'est qu'en fait, elles se sont développées pendant des grosses périodes de restructuration et de réaménagement urbain, à chaque fois. Donc on est dans un système, en tout cas à Paris aujourd'hui, pour le cas du Grand Paris Express, on se retrouve finalement au début d'un nouveau cycle, parce que ces stations de métro, elles vont s'accompagner de restructuration urbaine, des quartiers, de façon plus ou moins accentuée selon les stations. Et on voit qu'à Montréal, le système s'est construit dans les années 60, où on a fait table rase du passé et on a construit cette ville souterraine. À Singapour, dans les années 60, 70, 80, la ville n'existait pas, donc on a tout construit. Et les cas parisiens, ils se sont construits dans les grosses périodes de restructuration urbaine, soit d'après-guerre, soit des années 70, 80. Donc on voit qu'il y a aussi cette démarche-là qui est en place d'accompagner dans un cadre de réaménagement urbain la possibilité de créer ce genre de plan guide. Après, il y a un certain nombre de conditions qui permettent de le faire ou de ne pas le faire. À mon sens, c'est un avis assez personnel, à Paris, dans le Paris intramuros, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on est sur un tissu urbain très constitué, très fermé. Les réseaux souterrains sont hyper complexes. Donc, il y a une frilosité à mettre en place ces plans guides parce que le tissu urbain est déjà très compliqué. Et puis, on a un certain traumatisme aussi des opérations du passé. L'urbanisme de Dalle a fait quand même beaucoup de mal globalement. L'urbanisme souterrain, les exemples qui existent ont été quand même souvent largement décriés, même si aujourd'hui on est dans une phase de restructuration et d'amélioration de ce qui existe. Donc on est sur des systèmes un peu complexes, en tout cas pour le cas français.